Pauline Pucciano, La cité d'Albâtre, prologue. La cité d'Albâtre était séparée en deux par une frontière sinueuse. Orgueilleuse, parée de ses jardins et de ses palais, la haute ville occupait le sommet de la colline, tandis qu'à ses pieds, bruyante et poussiéreuse, s'étendait la ville basse. Cette frontière était matérialisée par un canal, large et profond, sur lequel circulaient en permanence les barges de la garde pourpre. On n'entrait pas facilement dans la haute ville lorsqu'on était un bas citoyen. À moins d'avoir une convocation officielle ou un sauf-conduit exceptionnel, on ne s'y rendait pour ainsi dire jamais, et l'on se contentait d'admirer, comme la plupart des voyageurs, les mystères splendides des hauteurs. Ceux d'en haut, en revanche, descendaient fréquemment en bas, gardant sur leur visage et dans le drapé de leurs vêtements une empreinte de leur noblesse native. Ils connaissaient la ville basse, ses commerces, ses tavernes, ses théâtres, mais la quittaient le plus souvent à la tombée du jour, à l'heure où le canal frontière s'enflammait de reflets, pour rejoindre le dédale de terrasses et de colonnades d'en haut. Le canal frontière était en vérité le cœur essentiel de la cité d'Albâtre. À la fois centre et périphérie, ligne de partage et de fracture, c'était de loin le lieu le plus chargé de sens qu'on y puisse trouver. Du côté Hauteville, les abords du canal étaient vastes et déserts. Le marbre n'y était qu'une marche, un passage. Du côté ville basse, en revanche, c'était le quartier à la mode, le quartier le plus jeune, le plus cher, le plus animé, où se côtoyaient les enseignes des boutiques les plus renommées et des tables les mieux servies. Parmi celles-ci se trouvait celle de La Frontière, une taverne extrêmement courue où se pressaient à la fois les hauts citoyens en quête d'encanaillement et les bas citoyens friands de respectabilité. Il était difficile de dire quelles étaient les raisons du succès de cette taverne, en dehors de son emplacement stratégique et de l'excellence de sa cuisine. Peut-être ce succès tenait-il avant tout à la personnalité du tavernier, dont la mauvaise humeur mythique et les petites phrases assassines alimentaient fort bien les conversations. Maître Keller, comme il aimait à se faire appeler, ne respectait rien ni personne, et l'on venait de la ville basse pour se payer le luxe de l'entendre maugréer à l'encontre des hauts citoyens, et parfois même de les mettre à la porte de son établissement. Ces derniers, malgré ces mauvais traitements occasionnels, semblaient pourtant fidèles au lieu par une sorte de raffinement qui les poussait à se confronter à la plèbe et à accepter les règles de son jeu. Keller était sombre aujourd'hui et silencieux. Les servantes de la taverne, qui le connaissaient, savaient que cette humeur maussade n'était pas dirigée contre elle et ne prenaient pas particulièrement de précautions pour lui demander de se pousser ou échanger quelques plaisanteries. Il leur laissait le passage d'un air distrait, fixant la garde pourpre à travers la vitre qui, à l'heure de la relève, se livrait à des simagrées protocolaires. Il ne salua pas le groupe d'étudiants qui rentra. Leur intrusion méritait pourtant objectivement quelque attention. 2 jeunes filles et 3 jeunes hommes, vêtus des toges bleues de la haute école, plongés dans une conversation animée en langue noble. Le bourdonnement de leurs paroles, malgré leur harmonieuse consonance et leurs accents réfléchis, dérangea Keller dans ses pensées. Il ne comprenait pas la langue noble, surtout lorsqu'elle était parlée si vite, mais il en connaissait quelques rudiments qui faisaient l'admiration de ses employés et de ses clients habituels. Personne ne savait de quelle source il les avait appris. « Ici vous êtes en ville basse, leur dit-il dans leur langue d'un ton rogue. On parle en langue vulgaire. » Les étudiants s'arrêtèrent net et le considérèrent d'un air agacé. « Je vous demande pardon, » demanda froidement l'un des jeunes gens en langue vulgaire. « Je suis le maître de cet établissement, » dit Keller calmement. « Ici, on ne parle que les langues que je comprends. »« Vous vous exprimez fort bien en langue noble pour un bas citoyen, » observa l'une des jeunes filles avec un sourire amusé. « Où l'avez-vous apprise ? » ?»« Pas au même endroit que vous. » Les autres jeunes filles sourirent, franchement amusées. La joute verbale était un des sports favoris de la haute ville, mais Keller ne comptait pas leur donner ce plaisir, et il recula assez brutalement, laissant la place à une servante souriante qui prit leur commande. Les étudiants étaient parmi les plus arrogants des hauts citoyens. Ils formaient également la majorité de ceux qui venaient à la frontière. Keller ne les aimait pas. Il n'aimait pas leurs conversations artificielles, leurs citations qu'il ne reconnaissait pas, leurs sous-entendus obscurs. Ils étaient jeunes et déjà corrompus, conditionnés par leur classe, méprisants et méprisables. Mais ils n'étaient rien encore, comparés à leurs aînés, qui, sous des dehors plus polis, avaient cependant transmué leur mépris en quelque chose de plus profond, de plus froid, de plus inhumain, qui arrachait parfois à Keller de véritables bouffées de haine.
Ces étudiants-là n'insistèrent pas, et parlèrent pour le reste du repas en langue vulgaire. Un peu moins fort, sans doute, puisqu'ils se savaient compréhensibles. Keller les écouta attentivement, en faisant semblant de se consacrer à son livre de contes à une table voisine. C'était la fin de l'année universitaire, et ils devaient choisir leur guilde pour achever leurs études. C'était là l'essentiel de leur conversation, chacun voulant convaincre les autres de l'excellence de son choix, et tous se gargarisant de l'harmonie complexe de leur société. L'un prétendait que la guilde de la culture était la plus prestigieuse et offrait le style de vie le plus respecté et le plus tranquille. Un autre vantait les mérites de la guilde du pouvoir, où s'exerçaient les vraies responsabilités. Une jeune fille s'exaltait à propos de la guilde du commerce, qui maintenait en éveil l'esprit d'initiative et d'entreprise. Une autre avouait sa passion pour la guilde de l'ordre, où elle entrevoyait une carrière diverse et passionnante, entre législation et répression, réflexion et action. Et Keller, silencieux, soupirait. Les guildes étaient si puissantes, il avait eu tant de mal lui-même à échapper à leur service. En ville basse, on était ouvrier de l'une ou de l'autre, on travaillait dans les manufactures de la guilde du commerce, on nettoyait les hôpitaux de la guilde médicale, on était garde pour la guilde de l'ordre, on vantait son corps et son talent à la guilde de la culture, qui vous employait sur les scènes des théâtres, qui vous payait l'écriture d'une pièce, la facture d'un tableau, la composition d'un morceau. Et tandis que le haut citoyen exerçait leur passionnant métier dans leurs palais aérés et fleuris, les bas citoyens, eux, donnaient leur sueur et leur ennui, leurs frustrations et leurs rêves, en échange d'un salaire à peine suffisant pour se payer une pièce d'habitation et 2 repas quotidiens. Du moins était-ce le cas pour la plupart d'entre eux. Bien sûr, il y avait quelques exceptions, dont Keller faisait partie, et, à entendre ces jeunes gens tout gonflés de leur avenir superbe, il regrettait parfois de s'être donné tout ce mal pour acquérir ce privilège, car les privilèges, quels qu'ils soient, lui donnaient la nausée. Chapitre 1. L'apostasie. En haut de la tour principale de l'université, la terrasse privée du chancelier dominait toute la cité. La ville haute, en contrebas, dont on devinait les jardins et les grilles, les colonnes, les porches, et la basse ville en dessous, dans le lointain, presque abstraite, masse informe sans cesse en mouvement, dont paraissait émerger l'univers véritable, ordonné et placide, dont la terrasse formait le sommet. Le chancelier était assis sur un fauteuil de pierre d'une facture remarquable, et attendait avec une certaine délectation la jeune fille qu'il avait convoquée. Ses rencontres avec les étudiants récalcitrants étaient toujours gagnées d'avance. Il n'était pas chancelier pour rien, et sa maîtrise du verbe ne souffrait pas de contradiction. Il parvenait sans aucune difficulté à renvoyer aux jeunes gens l'image qu'il souhaitait qu'ils se fissent d'eux-mêmes, et les dirigeait sans violence, la violence était si vulgaire, vers la voie qu'il leur avait choisie. Peu de gens comprenaient l'importance politique de son poste. On le considérait dans les autres guildes comme un dignitaire de parade, mais c'était cela justement qui lui rendait son pouvoir plus jouissif. Qui se rendait compte qu'il décidait en fait de l'avenir de la société entière, qu'il formatait les esprits et se portait garant de l'intégrité de l'ordre? Aucun étudiant qui sortait de la haute école n'était lâché dans la vie au hasard. Ses talents exploités au mieux, ses défauts neutralisés, sa vie affective quasiment tracée pour lui. Le chancelier livrait aux guildes des recrues parfaites, prêtes au service de la cité. Il choisissait où allaient les meilleurs et où allaient les moins doués. Plusieurs choses l'intéressaient chez Élénore, la jeune personne qui l'attendait. Tout d'abord, son ascendance, prestigieuse s'il en était, noble parmi la noblesse. Fille de 2 membres puissants de la guilde du pouvoir, dernière née d'une fratrie particulièrement douée pour le verbe, elle semblait surpasser en qualité toutes les branches dont elle était issue. Et il s'intéressait tout particulièrement aux étudiants doués pour le verbe. C'est à eux qu'il consacrait en général le plus de temps et d'attention, sachant qu'ils détiendraient un jour ou l'autre le véritable pouvoir. Enfin, cette jeune fille avait elle-même réclamé l'année dernière une dérogation. Arrivée en fin d'études, elle ne se décidait pas à choisir une guilde pour y effectuer ses derniers apprentissages et commencer à exercer une fonction. Elle avait sollicité du chancelier, avec une rare éloquence, une année de réflexion supplémentaire qu'il lui avait accordée, eu égard à son statut social autant qu'à sa démonstration de rhétorique, véritablement brillante. Lorsqu'elle arriva, il la dévisagea de l'air tranquille de celui qui sait comment l'entretien se terminera.
Il la convaincrait de rentrer dans le rang, de choisir une guilde, de gravir ses échelons. Elle lui serait même, il le pariait, reconnaissante. Ses retournements étaient toujours fascinants à observer. « Elénore, l'accueilla-t-il, vous voici à nouveau dans mon sanctuaire, appréciez-en la vue. » Elénore obéit et regarda la ville qui s'étendait en contrebas. Elle l'observa longuement, s'imprégnant de quelque chose de plus que la beauté du paysage. Pendant ce temps, le chancelier remarqua que ses cheveux n'étaient pas noués à la façon traditionnelle des étudiants et qu'elle ne portait pas la toge. La robe qu'elle portait était simple et blanche, en signe sans doute de sa volonté de ne pas être corrompue. « Cette ville est l'une des plus belles choses qui soient, une pyramide parfaite, et vous êtes à son sommet, » murmura-t-il. Elle choisit délibérément de ne pas entrer dans ce bavardage inutile et sans doute pernicieux. Mais ses yeux furent attirés malgré elle par le nid lumineux d'un splendide couple d'oiseaux légendes au faîte d'un arbuste d'agrément. « Ils sont beaux, n'est-ce pas ?» Elénore acquiesça machinalement. Il était extrêmement rare d'en voir un d'aussi près. Il y en avait un bleu et un orange, leurs plumes iridescentes qui réfléchissaient la lumière de façon particulière créaient un halo de lumière colorée autour d'eux. Ils étaient en train de se lisser mutuellement les plumes et répandaient une lueur changeante. Elle ne les contempla cependant qu'un bref instant avant de se reprendre. « Je viens solliciter la permission de ne pas choisir de guilde et de mener ma vie dans la liberté. » Le chancelier eut un petit rire. Il ne pensait pas qu'elle aurait cette audace. « Vous demandez là deux choses fort différentes. La première, ne pas choisir de guilde, est comme vous le savez proscrite par les lois, et je ne peux vous l'accorder. La seconde, en revanche, me paraît être un désir légitime, et je vous aiderai à le satisfaire. » Elénore le regarda très calmement. « Je vais vous laisser parler le premier si vous le souhaitez. Ainsi, si votre verbe parvient à me contraindre, cela épargnera le mien. » Le chancelier se raidit un peu, à cette allusion fort peu élégante au verbe et à la nature conflictuelle de ce qui allait se passer entre eux. Il s'étonnait de surcroît qu'elle eût l'orgueil d'imaginer ne fût-ce qu'un instant qu'elle pourrait résister à son verbe. « Fort bien. » Elle leva les yeux vers lui pour se soumettre à l'épreuve. Le corps et le regard du chancelier s'étaient déjà mis en branle, il irradiait déjà une présence très puissante. Sa pierre frontale, taillée en hexagone, se mit à briller d'un éclat blanc, avec une intensité constante et particulièrement forte. Les pierres frontales étaient greffées sur le front des hauts citoyens à la puberté. Elles étaient une sorte de gage de transparence. La moindre utilisation de l'esprit les faisait briller, et elles empêchaient ainsi de manipuler les gens à leur insu. Protection contre les abus de pouvoir spirituel, elles étaient également devenues des signes extérieurs de puissance et faisaient partie intégrante du charisme d'un haut citoyen. Elénore sentit qu'elle aurait beaucoup de mal à détourner les yeux des siens, comme s'il avait accroché et attaché son regard. Elle était forcée de s'abreuver de son image, de l'image de force qu'il dégageait. Elle sentait que cette image s'immisçait aussi dans son esprit, dans les profondeurs inconscientes de celui-ci. S'il réussissait à la dominer, son image, son discours, sa volonté même, seraient imprimés en elle à jamais, comme une suggestion hypnotique dont on ne peut se souvenir mais qui vous fait agir malgré vous. Lorsqu'il se mit à parler, c'était presque sur un ton naturel, mais l'inflexion de la voix et son timbre avaient imperceptiblement changé. Quelque chose d'extrêmement impérieux résidait là, quelque part sous la douceur et l'onctuosité de la voix. Le verbe était vraiment une expérience étrange, et Elénore se rendit grâce à elle-même pour être capable de l'analyser aussi froidement. Votre sang et celui de la cité ne font qu'un. Votre lien avec moi, avec votre lignée, n'est pas destructible, et notre destin pour le meilleur et pour le pire ne font qu'un, car vous êtes belle et aimez la beauté, car vous êtes intelligente et aimez l'intelligence, car vous êtes puissante et aimez le pouvoir. Jamais vous ne flétrirez votre avenir en renonçant à la haute ville. Elle est le cœur qui bat en vous, l'esprit qui vous anime. Votre existence individuelle n'a aucun sens en dehors d'elle. La ville basse vous emplit de dégoût et fait frémir votre peau délicate. Elle vous répugne, comme elle nous répugne tous. Je comprends ce que vous ressentez. J'ai connu cette étape de doute et de flottement, où les carrefours semblent dangereux. J'ai dépassé l'indécision et j'ai tracé ma voie, comme vous le ferez, comme l'ont fait vos parents, comme nous le faisons tous. La liberté n'est pas celle du refus, mais celle du choix. Vivre libre est vivre en ayant choisi ses propres limites.
Toutes les portes vous sont ouvertes encore, toutes les valeurs peuvent devenir votre Dieu, et vous servirez seulement ce que vous choisirez de servir.